Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous fait notre deuxième partie des équipes de la Premier League. On vous parle des équipes classées numéro 11 à numéro 20. Commençons avec l'équipe classée numéro 11, Brentford, qui ont un dossier de 8 victoires, 4 matchs nuls et 10 défaites. Malgré ces 10 défaites-là, quand même, c'est une équipe qui est, oui, en difficulté en 11e place, mais qui a une assez grosse force offensive, avec quand même 40 buts marqués, qui est parmi les meilleurs de la Ligue. Et d'ailleurs, ils ont deux des meilleurs marqueurs de la Ligue, en Bryan Mbeumo avec 13 buts et Yoane Wissa avec 11 buts. Malgré ça, ils ont quand même 39 buts concédés aussi, mais quand même, la force offensive est quand même assez présente, malgré, encore une fois, des difficultés en défensive. Une équipe qui, oui, ont 8 victoires, mais ces 8 victoires qui ne sont pas consécutives, c'est souvent une victoire, une défaite, une victoire, 3 défaites, une victoire, une défaite. Il manque de constance, évidemment, dans ce qui est de l'effort collectif de l'équipe. Est-ce que Brentford vous surprend? Parce que c'est souvent une équipe qu'on voit, disons, dans un bas classement. C'est souvent une équipe qu'on ne voit pas, disons, au milieu de tableau. Est-ce que vous êtes surpris quand même des performances de l'équipe? Moi, je suis quand même surprise, honnêtement, parce que Brentford, l'année passée, ils ont fini la saison 16e. Donc, en ce moment, ils sont 11e. C'est une très grande progression. Si je regarde un peu l'équipe, c'est vraiment les milieux de terrain qui sont réveillés. Avec Bryan Mbeumo, en 22 matchs, il y a 13 buts et 3 passes décisives. Fait qu'on voit clairement très bien qu'il est présent dans l'équipe. Et Yoane Wissa, qui a 11 buts, 2 passes décisives en 19 matchs. Donc, si ces deux-là ne seront pas là, l'équipe ne marcherait clairement pas. Si je regarde les attaquants, il y a juste Kane Lewis-Potter qui a un but. Donc, vraiment, c'est vraiment le milieu de terrain qui est actif dans l'équipe. C'est vraiment ça l'histoire de Brentford de toute façon. C'est Bryan Mbeumo et Yoane Wissa. Comme vous avez dit, sans ces deux-là, je pense que l'équipe va nulle part, on s'entend. Gros problème en défense. C'est critique, vraiment. Peu importe ce que les deux joueurs réussissent à faire, la défensive est jamais là pour les appuyer. C'est toujours revirement après revirement. Puis ça reflète un peu leur position et leur total de buts accordés cette saison. Il va vraiment falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe du côté de la défense. Est-ce qu'un transfert pour aller chercher un défenseur ou plus qu'un défenseur? Je pense que ça serait ça la meilleure idée pour eux parce que niveau attaque, oui, Mbeumo et Wissa sont dans la catégorie des milieux de terrain, mais c'est vraiment eux qui jouent à l'attaque. Donc vraiment, je pense que si on regarde vraiment ce qui se passe avec eux, il faut absolument aller s'améliorer en défensive. L'attaque et le milieu de terrain, pour moi, c'est pas un problème du côté de Brentford. C'est vraiment du côté de la défensive. Et puis je remarque ça aussi, c'est une équipe qui a, dans ses 8 victoires, c'est souvent des victoires face à des équipes qui ont un faible régiment offensif, comme par exemple, ils ont une victoire contre Crystal Palace, Southampton, Wolverhampton, et c'est quand même des matchs, pour le match de Wolverhampton par exemple, c'est une victoire de 5-3, encore une fois, malgré un Wolverhampton qui est quand même assez en difficulté, on accorde quand même 3 buts, mais on en marque 5. Donc encore une fois, cette difficulté défensive-là qui s'affiche, une victoire de 4-3 contre Ipswich Town, 3-2 face à Bournemouth, 4-1 face à Leicester City, qui sont parmi les dernières équipes de la Ligue en ce moment même. On a, oui, une victoire contre quand même Newcastle United, qui est probablement le meilleur match qu'ils ont joué au sein de la saison, et une autre victoire de 5-0 face à Southampton. Mais sinon, contre les clubs qui sont vraiment au top de la Premier League, comme Liverpool, Man City, Nottingham Forest, etc., on a toujours de la misère, on accorde énormément de buts. Donc, encore une fois, la défensive, il faut vraiment donner vraiment un gros coup là-dessus, comme tu as dit, Étienne. Il faut aussi souligner du côté de l'attaque qu'avant le début de la saison, Brentford ont été chercher Igor Thiago, puis en pré-saison, il s'est blessé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai joué 4 matchs cette saison. C'était censé, lui, devenir un très bon attaquant du côté de Brentford. Donc peut-être que avec la remise de sa blessure, il va peut-être encore plus appuyer les gars comme Mbeumo et Wissa. Peut-être qu'on va avoir des meilleurs résultats si on a vraiment cet attaquant-là aussi avec l'équipe. Mais encore une fois, il faut régler le problème de la défense. Sinon, peu importe le nombre de buts qu'on marque,
on va toujours se faire marquer des buts aussi, puis ça va être difficile de remporter des matchs. Vraiment, les systèmes défensifs, ça va un peu être ce qui va être répété dans cet épisode-là pour les équipes qui, évidemment, sont en bas du classement et que défensivement, c'est vraiment le point faible. Et c'est la même chose d'ailleurs pour la 12e équipe au classement en ce moment, Crystal Palace, qui se sont repris dans les 4 dernières semaines tout de même. On a quand même été au plus bas 19e, si je ne me trompe pas. Et en ce moment, on est rendu 12e, évidemment. Donc, il y a une montée pour Crystal Palace qui, eux aussi, sont quand même des très grands habitués du milieu ou bas de tableau. Donc, pour Crystal Palace, c'est 6 victoires, 9 matchs nuls et 7 défaites. Seulement 25 buts marqués. Donc, je pense que dans toutes les équipes qu'on a faites, en ce moment, c'est l'équipe qui a le moins marqué et 28 buts concédés. Donc, comme j'ai dit, ils se sont repris dès la semaine 18, un match nul face à Bournemouth. À la 19e semaine, une victoire, enfin, après une série de difficultés, de 2-1 face à Southampton, un autre match nul face à Chelsea, 1-1. Et dans les deux dernières semaines, une victoire de 2-0 face à Leicester et de 2-0 aussi contre West Ham. Donc vraiment, on s'est quand même bien repris dans le cas de Crystal Palace, mais encore une fois, c'est une équipe qui, là, j'ai plus l'impression que c'est offensivement, parce que on a seulement 25 buts marqués, évidemment, mais j'ai l'impression que offensivement, il manque quelque chose, alors que défensivement, c'est peut-être un peu mieux structuré que, par exemple, Brentford. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, d'après moi, Crystal Palace va toujours rester une équipe qui est au milieu du classement. Je trouve que l'équipe manque beaucoup de buts, comme on a mentionné dernièrement. Il y a juste 25 buts qui sont marqués. L'équipe qui a le moins de buts marqués. La seule personne, pour moi, qui est présente dans l'équipe, en fait, il y en a deux, c'est Jean-Philippe Mateta et Ismaïla Sarr. Jean-Philippe Mateta qui a juste 8 buts, une passe décisive, et Ismaïla Sarr qui a 4 buts, 3 passes décisives. Pour moi, si je regarde aussi le classement de la saison dernière, ils sont un peu à peu près au même classement. Donc, pour moi, l'équipe est restée zen, est toujours à la même position. Ils font bien, ils font pas bien, mais il manque beaucoup de buts. Moi, je pense vraiment que, comme vous avez dit un peu, Crystal Palace, c'est une équipe que j'adore premièrement, mais c'est toujours une équipe qui va rester dans le milieu ou presque le bas du tableau. C'est une équipe qui est récurremment toujours en Premier League. C'est la première chose qui est importante de savoir, c'est que du côté de Crystal Palace, le but ultime, c'est pas de gagner la Premier League, c'est de rester en Premier League. Et depuis plusieurs années, c'est ça qu'ils réussissent à faire. Je pense vraiment que cette équipe-là est surtout forgée sur, premièrement, un mode défensif, avant en plus d'avoir un mode à l'attaque. C'est pour ça, entre autres, qu'ils ont marqué pas tant de buts que ça cette saison. Et souvent, de saison en saison, ça se ressemble à ça. Mais c'est vraiment comme Chloé vient de dire, Jean-Philippe Mateta qui vraiment domine cette équipe-là et permet à l'équipe depuis les 5 dernières semaines d'avoir d'excellents résultats. Donc vraiment, faut continuer dans le même sens du côté de Crystal Palace. Faut pas commencer à se mettre trop de pression, à penser qu'il faut marquer 5 buts par match. Je pense que leur façon de jouer défensivement aide beaucoup l'équipe à avoir des victoires. Puis écoute, Jean-Philippe Mateta, depuis 5 semaines, comme je l'ai dit, s'est réveillé, a marqué beaucoup de buts et est maintenant rendu à 8. Donc je pense qu'avec leur système, comment ils fonctionnent, je pense que c'est assez pour eux, pour rester en Premier League, pour continuer à compétitionner encore dans le milieu du tableau, où j'ai l'impression ils doivent être normalement. Puis personnellement, moi je pense que d'être à leur position présentement, c'est quand même assez exceptionnel vu que cet été, ils ont perdu Michael Olise qui était l'une de leurs superstars qui est partie au Bayern Munich et en plus d'avoir perdu un attaquant qui était là depuis très longtemps, Jordan Ayew, à Leicester City. Donc je pense vraiment que globalement, Crystal Palace sont dans une très bonne position pour tout ce qu'ils ont perdu cet été. Allons-y maintenant d'une équipe qui fait énormément parler d'elle cette saison particulièrement. Je parle évidemment de Manchester United qui est 13e de la Ligue cette année. Vraiment une chute libre de saison en saison, j'ai l'impression, pour Man U. Pour eux, c'est 7 victoires, 5 matchs nuls et 10 défaites. 27 buts marqués contre 32 concédés
pour un différentiel de -5. Évidemment, la plus grosse histoire cette saison, en tout cas, c'est évidemment le départ d'Éric Ten Hag, qui quand même a gagné, oui, une FA Cup et une League Cup avec l'équipe, mais malheureusement, ça n'a pas reflété les difficultés qu'il a vécues au sein de l'équipe, particulièrement, oui, cette saison, puisqu'il il s'est fait renvoyer, mais aussi la saison dernière, où est-ce qu'on a senti déjà la fragilité de Manchester United, pas seulement en tant qu'équipe, mais aussi au deuxième étage, avec peut-être ceux qui dirigent l'équipe. Puis évidemment, on a vu l'arrivée de Ruben Amorim, qui est le nouveau manager finalement. Et lui, ça va pas très bien. Il l'a même dit en entrevue, Ruben Amorim, que nous sommes en ce moment le pire de Manchester United de son histoire. Évidemment, Manchester United qui a vécu des années de gloire avec évidemment Sir Alex Ferguson. Mais Ruben Amorim, en ce moment, a 5 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites déjà à ses 13 premiers matchs au sein de l'organisation. Donc, j'ai l'impression que, pas que son temps est compté, mais j'ai l'impression que peut-être c'est pas l'homme pour régler la situation. On s'entend que Manchester United ont un énorme historique de quand même de coach assez performant, dont d'ailleurs José Mourinho. Qu'est-ce qui marche pas avec Manchester United? Est-ce que c'est le coaching? Est-ce que c'est les joueurs? Ou est-ce que c'est un mix de tout ça? Honnêtement, moi je pense que c'est un mix un peu. Comme tu as dit, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, c'est de pire en pire pour Manchester United. On a eu d'innombrables coachs qui sont venus depuis son départ. Puis, écoute, ça n'a jamais marché depuis qu'il est parti. C'est compliqué. Pourtant, la formation de Manchester United, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talent. Normalement, ça devrait être une équipe qui est au top du tableau, mais c'est impossible, puis ça fait plusieurs saisons qui sont impossibles. C'est difficile à jouer. On dirait que sur le terrain, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de chimie entre les joueurs, et c'est vraiment difficile à voir. Pour moi qui ai vu Manchester United vraiment être la top équipe de la Premier League pendant de nombreuses années, c'est vraiment difficile à voir que maintenant ils sont dans le bas du classement depuis plusieurs saisons. C'est extrêmement difficile. Le seul joueur pour l'instant qui sauve un peu Manchester United, c'est Amad Diallo qui vraiment depuis quelques semaines fait de très belles choses. Il a d'ailleurs eu un triplé en fin de semaine pour permettre à son équipe de remporter le match. Sinon, c'est extrêmement difficile. Il y a aussi beaucoup de mauvaises décisions, surtout par le capitaine Bruno Fernandes, qui a plusieurs cartons rouges cette saison. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment un mix des joueurs et du coaching staff que ça fonctionne pas. Il faut absolument faire des changements. On a dit d'ailleurs un peu plus tôt dans les médias que la plupart des joueurs sont sur le marché des transferts. Donc, est-ce qu'on va rechercher à aller vendre certains joueurs pour aller en apporter d'autres? J'espère que c'est le cas. Mais ça va être extrêmement difficile, j'ai l'impression, de remettre Manchester United sur la map, comme on dit. Parce que j'ai l'impression que ça commence premièrement avec la mentalité des joueurs. Il va falloir quelqu'un vraiment aille dans cette équipe-là et changer cette mentalité qui fonctionne zéro. Moi, à mon avis, pour de vrai, comme Étienne a mentionné, je comprends pas ce qui marche pas parce que sur papier, l'équipe paraît vraiment dangereux. Moi, j'aurais pas peur, je dirais pas ce mot-là, mais si j'affronterais cette équipe-là, je m'aurais dit, ok, ça va être difficile, mais en réalité, c'est un peu facile. L'équipe se laisse un peu lousse. Amad Diallo, qui a le plus de buts, qui est 6, et 6 passes décisives. Moi, je trouve que c'est un peu pas normal pour cette équipe-là. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que le nouveau coach, il laisse souvent de côté Marcus Rashford. D'après vous, est-ce que vous avez une raison dont pourquoi il le met de côté? Moi, je pense que c'est parce que Rashford a fait des trucs hors terrain qui ont fait en sorte que Ruben Amorim a décidé de le laisser de côté pendant quelques matchs. J'ai l'impression que c'est ça la raison. À moins qu'il y ait une blessure ou quelque chose, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qu'il aurait fait hors terrain. Puis Ruben Amorim, c'est pas le genre d'entraîneur à laisser des passes droits aller. Donc, même si c'est ton meilleur joueur qui fait un truc hors du terrain, il va prendre le banc pendant quelques matchs pour essayer d'apprendre, comme j'ai dit, d'essayer de changer la mentalité des joueurs qui sont déjà là. C'est pas la première fois qu'on voit des espèces de tensions se créer entre coach et joueurs. On a déjà vu ça à Manchester United. D'ailleurs, quand Cristiano Ronaldo était revenu avec Manchester United, ça avait créé des tensions avec son coach.
Est-ce que d'après toi, c'est un espèce de même scénario avec Rashford? Ben, peut-être, mais je veux dire, entre Rashford et Cristiano Ronaldo, on n'a pas le même genre de joueur non plus. Moi, je pense vraiment que cette histoire-là entre Ronaldo et Erik ten Hag, ça aurait pu tout changer. Cristiano Ronaldo aurait pu remettre un peu Manchester United sur la map. Déjà, quand il était arrivé, il avait marqué déjà plein de buts, puis il avait déjà commencé un peu à changer la face de Manchester United, puis après ça, Erik ten Hag a décidé de le mettre sur le banc. Finalement, ça a fini que Cristiano Ronaldo est parti en Arabie Saoudite, comme on le sait. Fait que j'ai l'impression vraiment que ce qui arrive avec Rashford, c'est peut-être pas la même chose, mais ça va peut-être pousser Rashford à partir lui aussi. Est-ce que sans Rashford, ça nuit à l'équipe? Est-ce que depuis qu'il n'est pas sur le terrain, ça va mal? Je dirais que Rashford est excellent comme joueur, c'est un bon buteur. Puis depuis qu'il n'est pas là, effectivement, on a un peu de difficulté à marquer des buts. Rasmus Højlund, seulement 2 buts cette saison. Anthony, on va pas trop en parler, aucun but, seulement 8 présences. Garnacho, que 3 buts. Donc vraiment, c'est difficile. Même Joshua Zirkzee, qui est arrivé cet été, seulement 3 buts en 22 matchs. Donc vraiment, est-ce que ça fait du dommage? Oui. Est-ce que c'est véritablement le fait que c'est parce que Rashford n'est pas sur le terrain? Je suis pas certain, mais c'est sûr que ça peut pas aider. Allons-y maintenant avec la 14e équipe au classement, West Ham United, qui ont un dossier de 7 victoires, 5 matchs nuls et 10 défaites. Pour eux aussi, c'est 27 buts marqués, tout comme Manchester United avant ça. Et pour eux, c'est 43 buts concédés. Une des équipes qui a le plus concédé de buts dans la ligue, en tout cas, de ce qu'on a vu pour l'instant. Un différentiel de moins 16. Et vraiment, eux, ça ne fait que rester au 14e place du classement depuis la semaine 10, si je ne me trompe pas. Ils ont peut-être descendu vers, ou monté vers le 13e. Oui, ils ont montré à la 13e place du classement lorsqu'ils ont battu Fulham 3-2, mais à leur dernier match, le 18 janvier, défaite de 2-0 face à Crystal Palace. Donc c'est ça, c'est vraiment une constance un peu West Ham, j'ai l'impression, depuis quelques saisons aussi. Vraiment, 14e, 15e, 13e, pas plus haut, mais pas plus bas. Et c'est quand même une équipe qui a, oui, des bons joueurs, mais j'ai l'impression qu'on a un peu un scénario de... Il nous manque peut-être un joueur en attaque de pointe qui va faire la différence. Qu'est-ce qui manque à West Ham? Je pense que c'est vraiment clair ce qui manque à West Ham, c'est des buts, premièrement. Et ça va pas s'améliorer non plus parce que notre attaquant depuis plusieurs années, Michail Antonio, lui, un peu plus tôt, pendant le temps des fêtes, si ma mémoire est bonne, il a été victime d'un accident de voiture, puis il a été blessé très gravement à la jambe. Il va sûrement manquer plus qu'1 an si il réussit à revenir de cette blessure-là. Donc ça va pas vraiment aider le cas de West Ham. Puis écoute, si on regarde tous les attaquants, c'est extrêmement difficile. À part Jared Bowen qui a 5 buts, 4 passes décisives. Antonio, avant sa blessure, avec 1 but. Danny Ings, 1 but. Luis Guilherme, aucun but. Somerville, 1 but. Niklas Füllkrug, lui qu'on a acquis du Borussia Dortmund, a joué 9 matchs malheureusement seulement parce qu'il a été victime de blessures. 2 buts seulement. Donc, c'est vraiment ça le problème de West Ham. On n'est pas capable de trouver le fond du filet. Si on regarde comment les attaquants sont pas performants, Thomas Souček, le milieu de terrain, a 5 buts. Donc, c'est ça le problème de West Ham. On n'est pas capable de trouver le fond du filet. Puis ça reflète les résultats qu'on a depuis le début de la saison. Ce que je remarque avec cette équipe-là, c'est que tellement qu'ils ont de buts concédés, ils savent pas quoi faire avec leur gardien de but. Il y a toujours des alternations. C'est soit Alphonse Areola qui va jouer, il y a 11 apparences, ou sinon c'est Lukas Fabianski qui a 13 apparences, donc ils ont quasiment le même nombre d'apparences sur le terrain et on sait toujours pas quoi faire parce qu'on se laisse trop de buts concédés. Vous aurez mis qui dans les buts, Areola ou Fabianski? Du côté de Fabianski, il a beaucoup d'expérience, il a rendu à son âge qu'il est rendu. Je veux dire, je pense pas que c'est vraiment le problème, c'est dans les buts. Je pense vraiment en plus que c'est du côté qu'on n'est pas capable de marquer de but, donc on se fait toujours press par l'équipe adverse, puis veut pas, à un moment donné,
si tu te fais presser toute la partie, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te faire concéder des buts. Donc, je pense vraiment que le problème, encore, c'est l'attaque. Puis, il va peut-être falloir aussi devoir resserrer un peu en défensive parce que vraiment, pas marquer de but et s'en faire concéder autant, tu pourras jamais avoir des bons résultats, surtout pas en Premier League. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'ils viennent d'avoir un nouveau coach récemment. Donc, mais ils ont même changé le coach, puis ça marche toujours pas avec l'équipe. Donc, ça aussi, je comprends pas trop pourquoi. Des fois, c'est pas toujours le coach. C'est sûr qu'un changement de coach, ça peut amener des fois un peu de réveil. Mais comme dans le cas de Manchester United, Ruben Amorim est arrivé, il n'y a pas eu beaucoup trop de changements. C'est un truc sur le long terme aussi. Il va falloir que le coach s'habitue aux joueurs, les joueurs s'habituent au système de jeu du nouveau coach. Donc, c'est un processus à long terme, mais pour le moment, vraiment, ça fonctionne vraiment pas du côté de West Ham. Vraiment une saison assez difficile pour les fans de soccer londonien, particulièrement West Ham, qui est une équipe de Londres, et Tottenham, notre 15e équipe au classement, qui est aussi de Londres. Donc, très difficile pour les équipes de Londres, mis à part Chelsea, évidemment. Pour Tottenham, en 22 matchs, c'est 7 victoires, 3 matchs nuls et un énorme 12 défaites pour une équipe qui est pourtant, on est habitué de les voir quand même, peut-être dans un top 6 dans la ligue. Les Tottenham ont le deuxième plus grand nombre de buts marqués cette saison avec 45. Les premiers étant Liverpool avec 50 buts. Et parmi cette équipe-là, on a quand même des bons marqueurs. James Maddison en milieu de terrain avec 8 buts. On a aussi Dejan Kulusevski avec 6 buts. Évidemment, en attaque, on a Son Heung-min avec ses 6 buts et 6 passes décisives, ainsi que Dominic Solanke. Donc, pour ce qui est des buts, on est quand même assez bien stacké. Sauf qu'on a quand même 35 buts alloués avec un différentiel de moins 10. Mais on est quand même 15e au classement. Et c'est pas le manque d'opportunisme qui manque pourtant à Tottenham avec des joueurs vraiment qui peuvent faire le travail. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui pourrait manquer à Tottenham pour peut-être renaître de ses cendres, parce que je vais vous donner une statistique aussi. Dans leurs 13 derniers matchs, ils ont 3 victoires. Pour vous donner une idée de la difficulté de cette équipe-là en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Ou qu'est-ce qu'il faudrait enlever? Honnêtement, je sais pas, parce que, comme j'ai dit tantôt, à plusieurs équipes, parce que sur papier, ils ont quand même l'air dangereux. Ils ont pas de joueurs faibles. Moi, je trouve que l'équipe, en tant que telle, a l'air correcte sur papier. Dominic Solanke qui a 7 buts, Brendan Johnson qui a 7 buts, Son Heung-min, le capitaine, il a 6 buts, James Maddison a 8 buts, Dejan Kulusevski a 6 buts. Moi, pour de vrai, là, je pense que c'est vraiment la défensive qui marche pas avec cette équipe-là. Je pense qu'ils doivent chercher un défenseur qui défend bien son équipe, parce que même du côté du gardien de but, Vicario, je trouve qu'il fait la job. Moi, je pense pas qu'il y a de la difficulté. Je pense vraiment que c'est un bon gardien de but. Donc, pour moi, c'est vraiment le défenseur. Et en même temps, je comprends pas pourquoi ils mettent pas dehors Postecoglou. Je trouve que 3 victoires en 11 matchs, je trouve que ça fait un peu dur. L'équipe a besoin d'un nouveau coach, un nouveau soutien, un nouvel enchaînement. Fait que, d'après vous, là, est-ce que vous aurez déjà mis Postecoglou à la porte? Moi, je pense, premièrement, le problème de Tottenham cette saison, et normalement, j'aime pas utiliser cette excuse-là, mais c'est cette saison, pour moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est les blessures. Il y a tellement de joueurs importants qui sont blessés pour Tottenham. Premièrement, Vicario est blessé, et ça laisse un très gros trou dans les buts. C'est pas qu'on n'aime pas Fraser Foster, le deuxième gardien, mais c'est pas du même niveau que Vicario. Par la suite, comme Chloé a dit, c'est la défensive le problème cette saison, et ça peut s'expliquer. Christian Romero et Mickey Van de Ven, les deux défenseurs centraux principaux, sont blessés depuis très longtemps, et c'est vraiment, vraiment difficile de remplacer deux défenseurs centraux. Déjà, de remplacer un défenseur central, c'est difficile. De remplacer les deux défenseurs centraux principaux, c'est extrêmement difficile, surtout en Premier League avec le calibre d'équipe et de joueurs qu'on a. Donc vraiment, les blessures aident vraiment pas cette saison Tottenham. Cependant, c'est pas non plus une excuse qu'on peut donner quand tu joues au soccer professionnel dans une des meilleures ligues, sinon la meilleure ligue au monde.
Donc vraiment, je pense que pour répondre à ta question, moi je pense qu'on devrait vraiment mettre dehors Ange Postecoglou pour espérer trouver un nouvel entraîneur qui va être capable de travailler avec et les blessures et le staff qu'on a présentement du côté de Tottenham. Je pense aussi qu'il faudrait peut-être faire un tour dans les hauteurs et regarder les gens qui dirigent en haut l'équipe parce que ça fait plusieurs années, et là je remonte à très longtemps, quand Pochettino était l'entraîneur de Tottenham. Ça fait extrêmement longtemps que Tottenham n'ont rien gagné, n'ont rien fait dans la Premier League et dans les autres compétitions aussi. Donc je pense moi vraiment qu'il faudrait faire un très gros ménage de tout le monde qui dirige Tottenham parce que, comme vous avez dit, sur papier, l'équipe, si elle est en santé, je pense que c'est une équipe qui peut compétitionner pour le top 5 de la Premier League. Mais c'est vraiment les gens qui dirigent l'équipe, pour moi, qui font en sorte que Tottenham vont nulle part depuis plusieurs années. J'aime cette analyse-là de grand ménage parce que moi aussi, j'ai l'impression que c'est ça que Tottenham a besoin parce que souvent, quand mettons, des journalistes vont parler de Tottenham à des joueurs professionnels, souvent la réaction de ces joueurs-là ou de n'importe qui, c'est souvent un sentiment de dégoût ou de « je ne veux pas m'approcher de ça » parce que Tottenham, sur papier, est un bon club de soccer. Est un excellent club de soccer avec des excellents joueurs. Sauf que c'est un club perdant. Et ça, c'est comme tu l'as dit, c'est ça depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs années, depuis que je pense que j'écoutais même pas le soccer, que c'était un club perdant. On s'est rendu loin dans des compétitions tout de même, mais malgré tout, on n'a pas réussi à donner le but de la victoire pour, par exemple, aller gagner une Champions League. Par exemple, aller gagner une Premier League, une Europa League, peu importe la compétition, Tottenham pour moi est un club perdant. Je ne rabaisse aucunement le talent des joueurs, mais en tant qu'organisation, pas seulement en tant qu'équipe, c'est une organisation perdante. Si je prends comme exemple Harry Kane, qui a été avec Tottenham pendant très longtemps, c'est un des meilleurs marqueurs de l'histoire de la Premier League et s'il serait resté avec Tottenham, il aurait pu battre le record de buts d'Alan Shearer. Mais qu'est-ce qu'il a décidé de faire après que son contrat soit fini? Il a décidé de partir parce que pour lui, il voulait remporter des trophées. Et avec Tottenham, pendant toute sa tenure avec Tottenham, il n'a jamais remporté rien. Donc il a préféré laisser tomber le record de buts de la Premier League et laisser tomber Tottenham pour aller rejoindre le Bayern de Munich, qui peut-être cette saison va remporter la Bundesliga et que Harry Kane aura enfin son premier trophée en carrière. Donc, c'est juste pour vous dire comment un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue a décidé de partir vraisemblablement parce que l'équipe a une mentalité perdante depuis toutes ces années. Moi, j'ai un peu la honte à dire ça parce que malheureusement, Tottenham, c'est mon équipe préférée dans la Premier League. Donc, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça les voir gagner la Premier League. Donc, je trouve ça un peu plate de les voir dans le bas classement cette saison. L'an dernier, ils étaient au moins un peu dans le milieu. Mais cette saison, ils sont vraiment dans le bas. Ils sont pas en train de se faire éléguer, mais sont vraiment dans le bas classement. Donc, moi, ça me fait vraiment de la peine de voir cette équipe-là dans le bas classement. Et pendant toutes ces saisons, être dans la Premier League et rien gagner. Et on s'en va de plus en plus bas avec notre prochaine équipe, Everton, qui sont 16e au classement. Everton, pour eux, c'est 4 victoires, 8 matchs nuls, 9 défaites. Honnêtement, rien ne semble aller pour Everton, qui ont seulement 18 buts marqués. Une des statistiques les plus basses de la Premier League, du classement en tout cas, avec un différentiel de moins 10. Mais tout de même, qu'est-ce qui ne marche pas à Everton? Parce qu'évidemment, c'est une équipe qui est en difficulté depuis, évidemment, on le sait très bien, plusieurs saisons. Qu'est-ce qui ne marche pas à Everton depuis ces nombreuses saisons? Je pense que ça a été toujours un peu compliqué avec Everton, sauf quand David Moyes était là il y a quelques années. Puis depuis qu'il était parti, ça a été extrêmement dur de se relever. Puis la bonne nouvelle, c'est que David Moyes est de retour avec l'équipe. Et d'ailleurs, à son premier match, Everton ont réussi à battre Tottenham 3-2. Donc ça, c'était une victoire extrêmement importante. Premièrement, pour la confiance des joueurs, pour la confiance de Moyes et pour la confiance de tous les supporters d'Everton qui ont quand même vécu beaucoup de déceptions durant les dernières saisons. On est passé très près, il y a 2 ans, à se faire reléguer en Championship. Donc vraiment, je pense que le fait que David Moyes est revenu avec Everton, ça va un peu changer
changer la dynamique. David Moyes qui avait gagné la Conference League avec West Ham il y a quelques années. Donc, avec Everton, c'est sûr qu'on ne peut pas espérer de finir premier au classement, mais on peut espérer enfin peut-être à monter un peu dans les rangs de la Premier League et peut-être de revenir dans un milieu de tableau ou même un top 10 dans les prochaines saisons si David Moyes reste avec l'équipe. L'important pour eux, je pense vraiment, c'est de recommencer à marquer un petit peu plus de buts parce que cette saison, c'est beaucoup plus difficile que dans les dernières saisons. Je vous donne un exemple ici. Abdoulaye Doucouré, normalement, aurait déjà quelques buts à son actif. Cette saison, en 19 matchs, c'est aucun but et aucune passe décisive. Donc vraiment, va falloir que David Moyes travaille avec l'équipe qu'il a. C'est difficile avec Everton. C'est pas qu'ils ont des mauvais joueurs, mais c'est juste que c'est pas les top superstars de la Premier League, mais c'est quand même des joueurs de calibre qui sont capables de faire la différence et de marquer des buts. Il va vraiment falloir que le système de jeu de David Moyes fonctionne avec son équipe et on a quelques chances, j'ai l'impression, de remonter au classement. Moi, je pense qu'Everton restera pas à cette position-là pour le reste de la saison. J'ai l'impression qu'ils vont réussir à monter un peu. Peut-être pas dans le top 10 parce que c'est quand même élevé, mais au moins dans le top 15, selon moi. Comme Étienne a dit, vraiment, ce qui manque, c'est des buts. Moi, je comprends pas pourquoi l'équipe ne fonctionne pas, parce que encore une fois, sur papier, l'équipe a l'air correcte. C'est vraiment les joueurs, on dirait qu'ils sont un peu endormis cette saison. Oui, l'an dernier aussi, c'était un peu dans le bas classement, presque en train de se faire éléguer. Cette saison, c'est un peu la même chose. Le joueur qui a plus de buts, c'est NDI, qui a 4 buts. Donc vraiment, là, il trouve pas le fond du filet. Même Idrissa Gueye, on dirait qu'il dort. Habituellement, il fait beaucoup mieux pour l'équipe. Jordan Pickford, qui sauve quasiment l'équipe, parce que sans lui, je pense que l'équipe aurait beaucoup d'écouter. Jordan Pickford, c'est un très bon gardien de but, un des meilleurs dans la Premier League d'après moi. Mais l'équipe marche pas. Je comprends pas pourquoi, parce que sur papier, pour moi, ça fonctionnerait. C'est vraiment important ce que tu viens de dire, parce que Jordan Pickford, c'est vraiment l'homme de la situation à Everton. C'est lui qui vraiment sauve l'équipe. C'est grâce à lui, principalement, que l'équipe est encore en Premier League après 2 dernières saisons extrêmement difficiles avec Sean Dyche qui était l'entraîneur. C'est vraiment Pickford qui est le joueur d'Everton. Pickford a Everton tatoué sur le cœur. C'est clairement ça le mot qu'il faut dire. Puis, ça va être important de bâtir, j'ai l'impression, un peu une nouvelle équipe. Pas de recommencer à zéro, mais il faut rebâtir un peu Everton. Et ça commence avec Pickford, j'ai l'impression. Et comme je l'ai dit, moi je pense qu'avec l'arrivée de David Moyes, les choses vont vraiment changer du côté d'Everton et on va voir un peu plus de lumière au bout du tunnel. Allons-y maintenant avec Wolverhampton Wanderers qui, d'un côté plus personnel, moi j'aime beaucoup cette équipe-là parce qu'on a des bons joueurs, dont Matheus Cunha, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, Wolverhampton est une équipe qui est encore une fois en difficulté avec 4 victoires, 4 matchs nuls, mais 14 défaites. 32 buts marqués, mais ont le plus grand nombre de buts concédés dans la Ligue à ce jour, juste à 22 semaines d'activité, 51 buts alloués, ce qui est énorme. Et avec un différentiel de moins 19. Donc Wolverhampton, pourtant, comme je viens d'expliquer, on a un bon joueur en Matheus Cunha. Un excellent joueur, un excellent attaquant qui, je pense, qui donne le ton à son équipe. Il a quand même 10 buts, 4 passes décisives. On a aussi un autre bon joueur, Jørgen Strand Larsen, qui a quand même 7 buts, 2 passes décisives. Donc on a quand même 2 bons attaquants. Mais j'ai l'impression, encore une fois, que si on a accordé 51 buts dans la saison jusqu'à maintenant, on a joué 22 matchs, on a accordé 51 buts jusqu'à maintenant. Est-ce que d'après vous, c'est défensivement qu'il faut absolument aller chercher du renfort? C'est le transfer window en Angleterre, on le sait très bien en ce moment. Est-ce que Wolverhampton devront prendre l'opportunité d'aller resserrer une défensive qui, très clairement, ne marche pas du tout? D'après moi, je pense vraiment que c'est la défensive. Parce que José Sa, je trouve qu'il est un gardien de but excellent. Moi, d'après moi, je l'ai toujours vu jouer, puis je l'ai toujours aimé. J'ai toujours trouvé que ça a été un bon gardien de but. Côté défensif, c'est un peu plus difficile. Je sais que c'est pas habituellement des marqueurs de but, mais si je regarde du côté de la défensive, je trouve que c'est un peu difficile et je trouve que c'est ça aussi qui cause
les défaites des parties. C'est vraiment compliqué pour Wolverhampton. C'est désolant parce que moi aussi, c'est une équipe que j'aime bien. J'ai vraiment l'impression que sans Mathis Cunha cette saison, ça serait encore pire que ce l'est, parce que Mathis Cunha a quand même 10 buts, 4 passes décisives en 21 matchs, ce qui est excellent. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, la défensive, c'est vraiment un truc qu'il va falloir améliorer si on veut espérer ne pas se faire reléguer cette saison. On a changé d'entraîneur. Est-ce que ça va amener un peu de boost? On a vu qu'en fin de semaine, ça n'a pas trop aidé avec la défaite face à Chelsea. Donc, il va vraiment falloir espérer du côté de Wolverhampton de se réveiller un peu avec le nouvel entraîneur et surtout de ne pas commettre d'erreurs mentales. Et erreurs mentales, je m'explique ici. Il y a quelques semaines de ça, Mario Lemina, en fin de match, a perdu la tête, a commencé à vouloir se battre avec à peu près tout le monde sur le terrain. Ça lui a d'ailleurs fait perdre son poste de capitaine de l'équipe. Et Mathis Cunha a lui aussi eu ce genre de problème il y a quelques semaines aussi, alors qu'il a pris les lunettes d'un membre du staff d'une équipe adverse. Donc ça lui a valu une suspension et une amende. Donc vraiment, il va vraiment falloir que le nouvel entraîneur mette tout le monde dans le même panier et leur fasse comprendre que l'important, c'est de rester en Premier League et de ne pas se faire reléguer et vraiment de jouer match par match, minute par minute et d'espérer vraiment avoir de meilleurs résultats. Wolverhampton, j'aurais un peu peur à leur place parce qu'ils ont 16 points, tout comme Ipswich. Donc s'ils continuent à jouer de même, ils vont peut-être se faire reléguer. Parlant de relégation, je sais que les 3 dernières équipes, sont vraiment très profondes dans la cave de la Premier League. Est-ce que, d'après vous, des équipes comme ceux qui sont classés de 15e à 17e, est-ce que des équipes comme Tottenham, Everton et Wolverhampton peuvent être en danger d'être relégués ou ils vont juste être corrects considérant les 3 équipes qu'on a en bas du classement? Moi, du côté de Tottenham et Everton, j'aurais un peu peur parce que si je regarde Tottenham, leurs 5 derniers matchs, défaite, nul, défaite. Donc, s'ils continuent à avoir des défaites, les points n'augmentent pas. Ipswich Town pourrait se rattraper si eux, ils ont plus de points. Everton, je trouve qu'ils sont un peu améliorés depuis qu'il y a le nouveau coach. Donc, eux, oui, ils sont en bas de Tottenham, mais je trouve qu'il y a de l'amélioration. Donc, d'après moi, j'aurais moins peur. Et Wolverhampton, qui sont égalité avec Ipswich, j'aurais un peu peur aussi. Moi, je me forcerais un peu si je serais eux. Honnêtement, si on regarde le classement vite, pour le moment, la seule équipe qui devrait avoir vraiment peur de se faire reléguer, c'est Wolverhampton. Ils sont à égalité avec 16 points, comme on a dit avec Ipswich. Donc, je pense vraiment que c'est la seule équipe qui devrait être inquiète. À 20 points pour Everton et 24 pour Tottenham, j'ose espérer qu'ils ne seront pas en mesure de se faire reléguer. J'ose espérer qu'ils vont se réveiller et qu'ils ne vont pas passer de leur position qui sont déjà très difficiles à accepter à une position de relégation qui serait encore plus difficile à accepter pour la plupart des amateurs de soccer, surtout de ces équipes-là. Donc, je pense vraiment que c'est Wolverhampton qui est le plus en danger, mais Ipswich Town ont beaucoup de difficultés contre les grosses équipes. Donc, ça va vraiment prendre des performances exceptionnelles de leur part s'ils veulent sortir de la relégation. Je suis totalement d'accord avec toi. Wolverhampton, qui pour moi est l'équipe le plus en danger, malgré 3 équipes qui sont 18e, 19e et 20e, qui sont vraiment, je dirais, la risée de la ligue. De toute façon, on s'en vient sur leur cas si on veut, mais Wolverhampton, s'ils veulent vraiment rester dans la Premier League, il va falloir renforcer défensivement, parce que sinon, ça risque de pas être drôle plus tard s'ils se rendent à la 18e, 19e ou 20e place. Allons-y maintenant avec Ipswich Town, une des 3 équipes qui ont été promues en Premier League cette saison. Et d'ailleurs, les équipes promues en Premier League cette saison sont toutes dernières. En tout cas, pour l'instant, cette année. Donc, ce qui est souvent quelque chose qui arrive d'ailleurs. Donc, Ipswich Town, 3 victoires, 7 matchs nuls et 12 défaites. 20 buts marqués, tout de même plus qu'Everton, il faut quand même nommer, mais 43 buts concédés. Et là, rendu aussi bas dans le classement, là, ça va vraiment être des différentiels qui font peur, avec un moins 23
pour Ipswich Town. Et Ipswich Town, je dirais que dès le début de la saison, ça a mal commencé. Et je vous explique. Le premier match était contre, d'ailleurs, Liverpool. Et ça a été une première victoire, d'ailleurs, pour Ancelot à Anfield. Et pour vous donner une idée, à leur dernier match, Ipswich ont perdu 6-0 face à Man City, qui avait absolument besoin, disons, d'un renforcement. Donc, tout semble aller pour le pire pour Ipswich Town. Mais comme j'ai dit, c'est un peu un truc qu'on voit souvent, les équipes promues qui ont énormément de difficultés. Donc, qu'est-ce qui se passe à Ipswich Town? Qu'est-ce qui ne va pas? D'après moi, les équipes qui viennent d'arriver dans la Premier League, c'est un peu plus difficile pour eux, parce que la Championship, pour moi, c'est un peu plus facile. Donc, pour moi, c'est un peu... c'est l'expérience qu'ils vivent. Dans le fond, ils arrivent dans la Premier League, puis là, la grande majorité, ils repartent dans la Championship en espérant de revenir dans la Premier League et de savoir à quoi s'attendre. Si je regarde, là, le meilleur joueur, c'est Liam Delap qui a 8 buts et 2 passes décisives. Sinon, les autres joueurs, c'est un peu plus difficile. Donc, pour eux, c'est peut-être nouveau aussi. Sinon, il y a Sam Smodic qui a 4 buts, ce qui est pas si pire non plus pour des nouveaux arrivés dans la Premier League. Fait que d'après moi, c'est du côté de la défensive que c'est un peu plus difficile. Comme j'ai dit, c'est nouveau pour eux. Moi, honnêtement, je suis pas surpris qu'ils soient dans la relégation, mais je suis surpris qu'ils soient à la position qu'ils sont. Moi, en regardant la formation au début de la saison, je m'étais dit que impossible que Ipswich Town remporte même un match cette saison. Et puis, à ma surprise, ils ont 3 victoires. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment déjà très surprenant d'avoir 3 victoires. Je pense que, oui, c'est très compliqué pour eux face aux équipes de la Premier League qui sont là depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que si on regarde leur saison globalement, moi, je pense que, honnêtement, l'organisation d'Ipswich Town doit être satisfaite avec ce qui a été fait déjà. Est-ce qu'ils ont une chance de rester en Premier League? Oui, parce que Wolverhampton, comme on a dit, ils sont à égalité à 16 points avec eux. Est-ce qu'ils vont réussir? J'ai pas l'impression, mais on peut toujours être surpris. Ça serait très intéressant de voir Ipswich Town rester en Premier League pour la saison prochaine. Ça risque d'être compliqué aussi la saison prochaine s'ils restent, mais ça peut toujours être très, très intéressant. Puis comme Chloé a dit, le joueur de la saison, vraiment, pour Ipswich Town, c'est Liam Delap. Donc vraiment, il faut continuer à essayer à chaque match de remporter des victoires ou au moins d'avoir quelques points au classement pour espérer monter à une place hors de la relégation. C'est toujours possible. Ça va rester très intéressant cette course-là du bas de tableau jusqu'à la fin de la saison. Allons-y maintenant avec notre 19e équipe de la Premier League, Leicester City, qui est tout comme Wolverhampton, une équipe que j'aime beaucoup. J'étais très content de savoir qu'ils étaient promus en Premier League pour cette saison. Ils avaient quand même bien commencé leur saison avec un match qui a fini 1-1 face à Tottenham, avec tout un but d'ailleurs de Jamie Vardy qui faisait son retour en Premier League d'ailleurs. Donc pour Leicester City, malheureusement, c'est seulement 3 victoires, 5 matchs nuls et un gros 14 défaites, 23 buts marqués, 48 buts concédés et un différentiel de moins 25 avec d'ailleurs 5 défaites consécutives. Et leur prochain match d'ailleurs est contre Tottenham. Donc pour Leicester City, rien ne va plus, c'est ce qu'on pourrait dire. Et honnêtement, ce qu'on pourrait dire pour les 3 équipes qui sont disons, en voie de quitter la Premier League pour la Championship. Et pour Leicester City, j'ai l'impression pour moi que c'est vraiment l'attaque qui a un certain ralenti. Parce que oui, on a un Jamie Vardy qui est quand même un vétéran du sport, tout simplement. Et vraiment, évidemment, c'est peut-être pas lui qui va aller marquer 22 buts dans la saison. Quoique, il a déjà marqué énormément de buts la dernière fois que Leicester City avait gagné la Premier League, qui était toute une saison d'ailleurs. Et pour Jamie Vardy, en 20 matchs, c'est 6 buts, 3 passes décisives. Ce qui est pour un vétéran, moi j'accepte ça honnêtement. Il fait le travail qu'il est supposé faire. Et c'est justement ça le problème un peu, c'est que tout autour de lui, les attaquants ne donnent pas le même service. On a Stephy Mavididi avec 3 buts, 1 passe décisive. On a Jordan Ayew
avec 4 buts. Donc, en offensive, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un ralenti. Et encore une fois, c'est un peu le même scénario pour Leicester, le manque de défensive. D'après moi, et je veux pas parler pour vous, mais ça va sûrement être ça. D'après moi, Leicester sera définitivement une des équipes qui va être reléguée cette saison, une fois de plus. Est-ce que d'après vous, il faudrait regarder à la prochaine saison, potentiellement en Championship? Quoique je dis ça, mais la saison n'est pas finie. On s'entend là-dessus, la saison n'est pas finie, mais d'après moi, ils vont être relégués. Est-ce qu'on, du point de vue de Leicester City, devrait déjà regarder pour la saison prochaine en Championship? Moi, d'après moi, oui. Je trouve ça plate parce que moi aussi, j'aime bien Leicester. J'aime bien Jamie Vardy qui se craque une petite Red Bull avant de commencer de jouer. Je trouve ça bien drôle. Puis je trouve ça aussi impressionnant parce que moi, si je craque une Red Bull avant de jouer, ça me donnerait un peu mal de cœur à courir de même. Mais j'aime bien Jamie Vardy. Je trouve que 6 buts, c'est pas si pire pour lui. Comme j'ai dit, eux, ils ont déjà gagné une Premier League. Mais ils n'avaient pas la même équipe. Donc, pour eux, comme j'ai dit avec Ipswich, c'est que c'est de l'expérience qui manque. Pour eux, c'est nouveau. Donc, la saison prochaine, ils vont aller en Championship en espérant qu'ils vont revenir dans la Premier League et savoir à quoi s'attendre. Moi, je pense qu'il y a encore un peu d'espoir pour Leicester. 14 points, ils sont juste à 2 points de Wolverhampton, qui sont 17e. Moi aussi, par exemple, je pense qu'ils seront pas capables. J'ai l'impression qu'ils vont se faire reléguer. Ça fait plusieurs défaites consécutives en plus. Donc, ça va être extrêmement difficile de remonter. Moi, je suis quand même un peu déçu parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui ont de l'expérience en Premier League qui sont avec l'équipe. Donc, je pensais vraiment cette saison qu'il allait arriver, qu'il allait surprendre un peu tout le monde et se glisser en milieu de tableau, voire un peu fin de tableau, mais pas dans la relégation. Ça a été un peu ça pendant le début de la saison, mais pour le moment, c'est extrêmement difficile. J'ai l'impression vraiment que le point faible de l'équipe est très faible même, c'est vraiment la défensive. Est-ce que Leicester veulent dépenser de l'argent pour améliorer leur défensive? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que l'équipe va rester telle quelle jusqu'à la fin de la saison. Donc ça va être ça vraiment le défi avec la même équipe qu'ils ont présentement, d'essayer de remonter et de s'éloigner de la relégation. C'est toujours faisable. On a vu plein d'histoires en Premier League qui est possible. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à le faire, mais ça va être extrêmement difficile. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, je trouve ça vraiment plate parce que oui, Jamie Vardy a 6 buts, mais il y a aussi Jordan Ayew qui en a 4, Stephy Mavididi qui en a 3, Facundo Buonanotte qui a 4 buts aussi. Donc, au niveau des buts, c'est difficile, mais ces joueurs-là, ils sont présents et eux, je suis sûre qu'ils veulent rester dans la Premier League, donc ils donnent toute leur force. Donc, je trouve ça un peu plate pour l'équipe. Moi, j'aurais aimé ça que Leicester reste dans la Premier League la saison prochaine. Encore une fois, la saison n'est pas finie et comme Étienne a dit, ils sont seulement à 2 points de Wolverhampton. Donc, en espérant que les prochains matchs, ils se forcent, ils se réveillent et restent dans la Premier League. Moi, je pense que si le pire arrive et ils sont relégués en Championship, je pense qu'ils ont l'équipe déjà pour espérer se ramener en Premier League dès la saison suivante. C'est sûr que Jamie Vardy, à son âge, j'ai pas l'impression qu'il lui reste beaucoup de saisons à jouer. Peut-être même que c'est sa dernière saison. Mais pour le reste de l'équipe, si on reste quand même avec le même effectif, j'ai l'impression que si on est relégué, on pourra revenir rapidement en Premier League. Allons-y de notre dernière équipe, la 20e équipe, la dernière équipe, Southampton, qui ont une victoire, 3 matchs nuls et un écrasant 18 défaites cette saison. 15 buts marqués contre 50 accordés pour un différentiel absolument dingue de moins 35. Donc vraiment, comme j'ai dit pour Leicester, rien ne va plus pour Southampton, mais eux c'est vraiment très grave. Seulement 6 points en 22 matchs. Leur seule victoire étant contre Everton. Donc, contre toutes les équipes de la Ligue, Southampton ne vaut rien, en fait. C'est un club qui, d'après moi, de toute façon, ce n'est pas le club qui a gagné la Championship l'année passée, c'était Leicester. Mais Southampton, c'est une équipe qui ne devrait clairement pas être en Premier League en ce moment. Et on le voit très clairement avec, évidemment, leur classement. Tout de même, on n'a rien à Southampton. Je déteste faire ça, complètement détruire une équipe. Mais on n'a pas grand-chose à Southampton. On a 2 attaquants anglais qui ont seulement 2 buts, dont Adam Armstrong et Cameron Archer,
Et sinon, on n'a pas grand-chose pour aller forcer une attaque, on n'a pas grand-chose pour défendre. On a quand même, comme j'ai dit, 50 buts accordés en 22 matchs. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir 50 buts concédés. Donc, pour Southampton, encore une fois, un peu comme Leicester, puis je vais peut-être me reprendre un peu sur Ipswich, pour ces trois clubs-là, vu que je vais les mettre dans la même catégorie de sous-équipes dans la Premier League. Très clairement. Est-ce que d'après vous, je vais vous poser la même question qu'avec Leicester City, on devrait vraiment s'attarder sur la prochaine saison? Quoi qu'on sait jamais dans le monde du sport ce qui peut se passer, évidemment. On a déjà vu des remontées assez spectaculaires, tout sport confondu. Mais pour Southampton, c'est quoi le prochain objectif? Ou c'est quoi l'objectif pour la saison? Est-ce qu'on essaye d'aller chercher quelques joueurs ou on se focus vraiment sur la prochaine saison? Qu'est-ce que vous feriez en tant que manager en ce moment? D'après moi, oui, je regarderai déjà pour la prochaine saison dans la Championship, malheureusement. Je trouve ça dommage parce que oui, la Championship, c'est une ligue un peu plus facile, mais ils ont quand même réussi à venir dans la Premier League, ce qui est un peu, je dirais pas difficile parce que je viens de dire que la ligue est facile, mais il faut quand même faire de quoi dans la Championship pour arriver dans la Premier League. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais je pense que l'équipe en tant que telle n'était pas prête de venir dans la Premier League. Donc, j'aurais fait un peu de changement. Je dirais pas de gardien de but, je dirais plus pour la défensive et peut-être même pour les attaquants. Mais vraiment, Southampton, malheureusement, n'était pas prête d'affronter les équipes dans la Premier League. Moi, je pense vraiment qu'il faut oublier la saison. À 6 points seulement, je pense qu'on peut s'entendre que officiellement Southampton va être relégué. J'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas été prêt, comme tu as dit, Chloé, à la Premier League. Je pense que le recrutement qu'on a fait avant la saison pour amener des nouveaux joueurs, ça n'a pas été bien fait. Le seul joueur d'impact vraiment qu'on a amené, c'est Aaron Ramsdale en prêt de Arsenal. Puis écoute, c'est un gardien. Donc je veux dire, c'est bien beau d'avoir un gardien, mais si t'apportes pas de force en attaque, de meilleurs défenseurs, puis de force en milieu de terrain, ça va être vraiment difficile de rester en Premier League et de compétitionner. Puis c'est exactement ce qui se passe. On compétitionne pas, on a beaucoup de difficultés. Seulement 6 points en 22 matchs, c'est inacceptable. Puis malheureusement, je pense qu'on peut s'entendre que déjà, après 22 matchs, c'est terminé pour Southampton. Est-ce que, d'après vous, qui sont embarqués dans la Premier League de la Championship, c'était par chance ou ils étaient très bons dans la Championship? Ils ont fini dans le top 6. Puis si ma mémoire est bonne, c'est parce qu'ils ont gagné les playoffs qu'ils sont rentrés. Donc, je pense que peut-être c'était pas l'équipe qui méritait de rentrer en Premier League. Sauf que dans les playoffs, ils ont clairement été meilleurs que les autres équipes qu'ils ont affrontées. Donc, le hasard, des fois, fait mal les choses. C'était peut-être pas la meilleure équipe, mais c'est eux quand même qui ont rentré. Et puis, ça se reflète maintenant avec le résultat. Les résultats vraiment extrêmement décevants pour Southampton et je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que Southampton va quitter les lieux à la fin de la saison. Pour finir cet épisode, quelques petites prédictions, 2 questions en fait que je vous lance. D'après vous, est-ce que Liverpool est encore pour vous ceux qui vont définitivement gagner la Premier League? Ma première question étant ça. Et la deuxième question, est-ce que d'après vous, et ça c'est peut-être pas une gageure, mais un peu un bet, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements dans les 3 derniers de la Premier League ou tout va rester comme ça? Est-ce que d'après vous, il y a une équipe qui va peut-être remonter à la dernière semaine? Est-ce que d'après vous, il va y avoir du changement un peu dans le classement ou ça va rester un peu pareil? D'après moi, Liverpool devrait gagner la Premier League cette saison s'ils continuent dans leur bon chemin à 50 points, qui ont encore un match en moins des autres équipes en plus. Et Arsenal sont pas tout le temps constants non plus. Eux, ils n'arrivent pas d'aller à la première position, malheureusement, comme la saison dernière. Donc, d'après moi, Liverpool, ils sont bien placés de gagner la Premier League avec Ancelotti cette saison. Et pour ce qui est les 3 derniers, comme mentionné, peut-être que Wolverhampton, s'ils continuent leur défaite, malheureusement, Ipswich Town va réussir à les dépasser. Mais d'après moi, je pense pas. Je pense que ce classement qu'on voit en ce moment va un peu rester le même jusqu'à la fin. Moi, pour ma part, je suis sûr que Liverpool vont réussir à remporter la Premier League. Et j'aimerais faire une autre petite prédiction en plus. Je pense que Nottingham Forest vont réussir à se glisser au 2e rang cette saison. Donc, j'espère vraiment que ça va être fait parce que ça serait extraordinaire de la part de Nottingham Forest après avoir été très décevant la saison dernière. Pour ce qui est des 3 équipes reléguées, j'ai l'impression que ça va rester comme ça. Peut-être que Leicester City va se monter au 18e rang et chauffer un peu Wolverhampton, mais j'ai pas l'impression que ni Ipswich, ni Leicester, ni Southampton, clairement, vont être capables
d'éviter la relégation cette saison. Moi, étant un fan fini de Liverpool, pour moi qui est le meilleur club de football en Angleterre en ce moment et peut-être même en Europe, je suis convaincu que Liverpool vont gagner la Premier League, une première Premier League avec Arne Slot, et qui sait, peut-être que c'est le début de quelque chose d'extrêmement gros à Liverpool. Évidemment, on va laisser la saison finir, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans les prochaines années. J'espère que Mo Salah, d'ailleurs, va rester avec Liverpool, avec la saison de feu qu'il a en ce moment. Pour ce qui est des changements de classement, et surtout pour les 3 derniers, d'après moi, il n'y aura pas de changement dans les 3 dernières équipes. D'après moi, les 3 équipes vont directement aller en Championship. À moins vraiment d'un détournement de situation, peut-être que Wolverhampton finalement va se glisser dans les 3 derniers, mais je suis pas mal sûr qu'ils vont réussir à survivre malgré tout. Je veux dire ceci, j'ai l'impression que Chelsea, cette année, ne réussira pas à se qualifier dans une compétition européenne. Avec les quelques difficultés qui les suivent depuis quelques semaines, j'ai l'impression que Chelsea ne se rendront pas plus haut que le 6e rang. Évidemment, c'est une prédiction un peu sournoise, peut-être, mais c'est une prédiction que je vais faire. J'ai l'impression que Chelsea vont finir au moins 7e cette saison. Et c'est ce qui va conclure notre épisode sur les équipes de la Premier League. J'espère, comme à l'habitude, tout le monde, qu'on vous a instruit autant que diverti, et on vous revient la semaine prochaine avec un peu de football américain avec le Super Bowl qui s'en vient dans quelques semaines. Merci et bonne soirée.